Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, où va le marché crypto? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de la dernière petite baisse qu'on a eue là sur les quelques dernières bougies? Est-ce que ce top de marché était le top? Moi, clairement, je pense pas. Techniquement, en termes d'indication de prix et de volume, c'est pas ce que les graphiques me suggèrent. Mais aujourd'hui, petite différence, je vais agrémenter mon analyse technique avec une data extérieure, une data on-chain qui pour le coup vient de Glassnode. Ça va être le thème de la vidéo du jour, c'est parti. Alors, comme je vous en avais parlé, je pense qu'effectivement ce top, le dernier top qu'on avait fait n'était pas le dernier, qu'on avait plutôt des gens qui accumulaient dans ce range, pour le rapide rappel du contexte. Zone basse de ce range contient depuis un an 30 000, zone haute grosso modo aux alentours des 65-66 000, ça dépend de votre exchange. Et en gros, on est là-dedans depuis un an et demi, on consolide, et il y a des gens qui se demandent si ce top était le dernier, si là c'est la fin du monde et que c'est retour sur les supports, voire plus bas. Moi, clairement, je pense pas. Au contraire, je pense que c'était une bonne occasion pour les baleines, pour la smart money, on va dire les grosses mains, d'accumuler encore plus de Bitcoin. Sauf que ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas voir à travers votre plateforme d'analyse technique classique. Moi, j'utilise TradingView, vous pouvez en utiliser une autre, mais ça, vous pouvez pas le voir puisque c'est ce qu'on va voir. Il faut avoir de la data qui vient d'extérieur, qui vient des blockchains elles-mêmes. Et pour le coup, on va faire une analyse donc de Glassnode. Alors Glassnode, beaucoup de métriques. Bon, je vous laisserai regarder la plateforme en détail. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Il y a beaucoup de graphiques différents. Ils analysent tout un tas de dérivés, d'exchange, des holders, Lightning Network, etc. Donc c'est plutôt pas mal comme outil. Dans le dashboard, j'ai configuré plusieurs graphiques. Et il y a plusieurs graphiques dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et évidemment, on va parler donc du premier tout de suite. C'est parti. Il s'agit de BTC Accumulation Trend Score. Alors, si jamais on regarde donc un petit peu plus ce graphique en détail, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, pour faire simple, disons que c'est le score de tendance d'accumulation. C'est un indicateur qui reflète tout simplement la taille relative des entités qui accumulent activement des bitcoins. En gros, cette échelle représente à la fois la taille donc du solde de l'entité, son score de participation, combien elle accumule, la quantité de bitcoin qu'elle a acquise, qu'elle a vendu, etc., etc. Pour faire simple, plus on est près de 1, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un trend score 0 et quelques, 0, 1, etc. Plus on est près de 1, plus on accumule. Plus on est près de 0, plus on n'accumule pas. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on distribue, ça veut simplement dire qu'on n'accumule pas. Encore une fois, la distribution, c'est de la vente. Là, quand vous voyez des couleurs un petit peu plus claires, en jaune et orange, ça veut simplement dire qu'ils n'accumulent pas, qu'ils n'achètent pas agressivement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de vendre. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet vraiment de mettre l'accent sur l'accumulation. Et donc, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer, c'est ça. La plupart du temps, généralement, on a quand même, vous voyez sur ce graphique, accumulé sur des phases qui sont haussières. D'accord? C'est-à-dire que quand le prix monte, vous voyez que, grosso modo, vous avez ces accumulations qui se font plutôt vers le haut. À part celle-ci et celle-ci, qui d'ailleurs nous suggérait des plus bas de marché. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Ce qu'on remarque un petit peu plus récemment, c'est qu'ils ont accumulé, mais ils ont accumulé sur la phase baissière. Et ça, je trouve que c'est une indication technique, c'est la première que je voulais vous partager, qui est quand même assez intéressante. Alors pour le coup, on va zoomer un petit peu plus. Vous voyez, si jamais je vous mets ici le graphique de Bitcoin, sur la dernière phase baissière, on n'avait pas accumulé. Mais ils ont clairement accumulé sur cette phase-là, baissière. Vous voyez, ici, on n'accumulait pas, c'était des couleurs qui étaient quand même assez claires. Par contre, ils ont clairement accumulé sur la phase baissière. Encore une fois, pour moi, ce qui laisse à penser que les baleines et les gros joueurs pensent que le dernier top qu'on a fait, celui-ci, n'est pas le dernier top. Pour moi, on voit clairement qu'il y a eu de l'accumulation dans une phase baissière, ce qui, encore une fois, n'est pas forcément classique dans la mesure où vous voyez que les dernières fois, les accumulations, c'était plutôt fait dans le sens haussière. Bon, ça, c'est une première indication technique, donc qui nous montre que on a de l'accumulation. Ok, pourquoi pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le deuxième graphique, BTC Exchange Net Position Change, de tous les exchanges. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez les avoir par exchange, c'est plutôt bien fait la data. Là, pour le coup, je vais essayer de vous mettre ça sur la totalité des exchanges. Alors, ne bougez pas, hop, que je le reprenne. Donc en gros, cette data, qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous montre que c'est la variation à 30 jours de l'offre détenue dans les portefeuilles d'exchange. C'est-à-dire que, pour faire simple, en gros, ça nous montre un petit peu comment est absorbée la supply des exchanges. Je fais un raccourci. Si vous voulez plus de détails à chaque fois sur comment est calculée la métrique, en bas des graphiques, vous avez des fois des tutoriels qui sont plutôt bien faits, Glassnode Academy, etc. Et puis ils vous expliquent un petit peu comment c'est fait. Bon, il faut parler anglais, mais c'est plutôt bien fait. Donc je vous incite, si vous voulez savoir comment sont construites
leurs métriques à aller sur la Glassnode Academy, je crois que c'est ici, vous voyez, l'Académie, et ils vont vous expliquer, il y a des vidéos, des tutoriels qui vous expliquent comment ils calculent tout ça. En gros, si on regarde donc ce graphique, en vert, ça nous montre que quand la supply grosso modo augmente, c'est-à-dire qu'on peut considérer que les gens vendent leur BTC aux exchanges et donc leur portefeuille en contient plus, c'est pour ça que c'est en vert. Et à l'inverse, en rouge, quand les gens ont acheté des BTC et donc leur réserve se réduit. C'est comme ça qu'on peut grosso modo interpréter ce graphique. Donc si on zoome sur ce qui s'est passé, je dirais, de manière un petit peu plus récente, donc le fameux range dont je vous ai... Là, ce range qui nous tient depuis 1 an et demi, et bien, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus récemment, ce qui s'est passé, c'est que la supply des exchanges diminue. Donc les gens achetaient des BTC, mais ont tendance à ne pas les stocker sur les exchanges. On sait effectivement maintenant qu'il y a des brèches de sécurité, etc. Tout le monde est au courant de ça. Et donc, on peut penser que les gens achètent donc, sur les différents exchanges et stockent leurs crypto-monnaies sur des portefeuilles indépendants. Ce qui, pour moi, est, je pense, peut-être considéré comme un signe d'accumulation parce que, encore une fois, les exchanges vous vendent leur bitcoin, vous achetez donc ces bitcoins. Ce bitcoin, vous les mettez sur des portefeuilles wallet de type Ledger, etc. Pourquoi? Pour garder du bitcoin à horizon de plusieurs années. Ça, c'est typiquement un signe d'accumulation. Donc là, on a déjà 2 métriques qui nous montrent que le marché est plutôt en train d'accumuler. Bon, c'est assez intéressant. Je vais donc tout de suite vous partager la 3e métrique. 3e métrique, donc c'est balance en exchange. Donc, grosso modo, ça va vous montrer la balance totale des exchanges. Bon, c'est à peu près la même métrique, qui est affichée différemment que la métrique précédente. Donc, je ne vais pas cliquer dessus, je vais simplement zoomer, on va dire sur le range, on va dire à partir de 2020, grosso modo. Et donc, ce que vous voyez ici, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que sur les BTC, donc là, sur les exchanges, les réserves de BTC diminuent depuis le pic qu'on a eu ici. Ça ne fait que diminuer. Le prix range, mais leur réserve de Bitcoin baisse. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, comme on vient de le voir sur le graphique précédent, parce que vous avez des gens qui achètent et qui probablement gardent ces Bitcoins. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui achètent, mais qui leur revendent leur Bitcoin pour spéculer, ça devrait baisser, puis remonter, puis baisser, puis remonter. Là, vous voyez que la baisse, depuis maintenant 1 an et demi, est continue. Encore une fois, pour moi, ça, c'est encore un signe d'accumulation. C'est des métriques qui sont indépendantes, calculées de manière indépendante, et pourtant, les trois, ici, ces trois-là, nous montrent pour l'instant que il semblerait que le marché accumule. Signe, donc, je trouve relativement intéressant. On va regarder maintenant une 4e métrique qui, je pense, est un petit peu délaissée par les analystes à tort. Il s'agit du tether et de la balance sur les exchanges. Alors, je vais donc vous montrer ça. Donc USDT, c'est le Tether, un stablecoin très connu pour ceux qui ne savent pas. Et ça, en gros, balance en exchange, ça veut dire que c'est tous les exchanges. Donc la réserve totale des USDT, donc des Tether stablecoin, rappelons-le, qui est indexé sur le dollar. Un Tether vaut, comme vous pouvez le voir ici, $1. Bon là, il y a eu beaucoup de variations parce que c'était un petit peu, les débuts de Tether, c'était un petit peu houleux. Maintenant, ça s'est calmé, donc le stablecoin est indexé sur le dollar. Ce qui fait que normalement, il n'est pas censé varier. Je vais vous cacher le prix et on va essayer de zoomer, pareil, sur une zone qui est assez intéressante. Ici, ce qu'on voit, donc c'est toujours cette balance sur les exchanges de Tether, c'est que on range par rapport à l'USDT. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup plus les exchanges n'en détiennent pas beaucoup plus. Il est intéressant de noter que ce range fluctue grosso modo entre les 4 milliards, on va dire, zone basse à peu près, 4 milliards, 4 milliards et demi, et aux alentours des 7 milliards et demi, 8 milliards en supply total, donc sur la zone haute. Je pense que pour qu'il se passe quelque chose, notamment sur Bitcoin, et donc sur tout le marché crypto, puisqu'on le rappelle, Bitcoin drive les crypto-monnaies, ces chiffres doivent augmenter encore. Alors là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va aller dans le Workbench, ce qui est plutôt pas mal le Workbench, puisque du coup, ça vous permet en fait de custom vos propres graphiques, d'aller chercher des corrélations, de faire des tests, donc c'est plutôt pratique. Vous pouvez ajouter un petit peu des métriques et faire ce que vous voulez en fonction des métriques. Vous pouvez cocher, c'est plutôt bien fait. Bon, moi, j'en ai déjà fait quelques-unes. Je vais vous partager, c'était celle-ci. L'USDT Exchange Balance contre le prix du BTC. Donc là, comme vous pouvez le voir, en gros, en rouge, vous avez les USDT, donc là, le total des USDT qu'il y a sur les exchanges, le total de la balance. Et en noir, vous voyez le prix du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, évidemment, les deux sont corrélés. Les deux échelles sont linéaires, donc vous voyez que c'est corrélé. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal. Les USDT sont utilisés essentiellement pour acheter des cryptos et notamment du Bitcoin. C'est vrai. Ceci étant dit, on va zoomer. Et là, qu'est-ce que vous voyez?
Ce que je vous ai montré tout à l'heure, le prix du Bitcoin range, le prix du USDT range. Cette métrique est importante pour moi à surveiller parce que je pense que les stablecoins sont importants à regarder. Si vous voulez mon avis, c'est pas assez pris en compte par les analystes. Je pense que pour que Bitcoin finisse par enfin casser son range, il va falloir qu'on ait plus de stablecoins qui soient mis sur le marché. Donc il va falloir en gros que ce que vous voyez en rouge augmente drastiquement de façon à voir ça. Si on prend depuis le début quasiment de Tether, pardon, vous voyez qu'il y a une corrélation nette entre le prix du stablecoin USDT et le prix de Bitcoin. À chaque fois que Bitcoin a augmenté, c'était corrélé à l'USDT, c'est-à-dire que les valeurs de l'USDT ont augmenté également sur les exchanges. Les deux sont complètement corrélés, on le voit sur ce graphique. Bien évidemment, c'est pas complètement parfait, il s'agit d'une corrélation, je dirais, partielle, mais c'est quand même assez clair. Ça nous indique que plus il y a d'USDT, généralement, plus on peut penser que ces USDT sont utilisés notamment pour acheter du Bitcoin. C'est ce que je vais vous montrer là tout de suite. On va mettre ça de 2018 jusqu'à peu près mi-2020, quelque chose comme ça. Alors, voilà. Comme vous pouvez le voir, en gros, quand les stablecoins ici s'étaient envolés, c'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup plus d'USDT qui étaient donc produits, qui avait beaucoup plus d'USDT sur les exchanges, on peut penser que ces USDT ont servi à acheter du Bitcoin. Derrière, le prix du Bitcoin ici, c'était le point bas, au moment où justement le Tether s'était envolé, et derrière, Bitcoin n'avait fait que s'apprécier, et n'avait fait que monter, en corrélation, encore une fois, avec les USDT. Voilà, donc j'insiste sur cette métrique, pour moi c'est quelque chose d'assez important. Il faut suivre l'USDT, il faut suivre aussi le BUSD de Binance, qui, rappelons-le, est très utilisé notamment pour la DeFi, mais je pense qu'il faut suivre les stablecoins par rapport au prix des crypto-monnaies, principalement Bitcoin, et c'est une métrique que je vois qui est assez souvent inutilisée par les analystes, et je trouve que c'est une erreur, parce que pour moi, il y a clairement des corrélations. Alors, bon, ce sera peut-être le titre d'une prochaine vidéo, notamment par rapport à Bitfinex, pour ceux qui ont un petit peu suivi ce qui s'est passé avec Tether. Mais voilà, je vous incite toujours à suivre avec intérêt les réserves de stablecoins sur tous les exchanges. Ça vous donne des indications sur le marché crypto. Alors, dernier élément dont je voulais vous parler et qui pour moi est essentiel, ce sera la métrique de la semaine. Il s'agit de la BTC Realized Cap Hold Wave. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, cette métrique prend en compte deux métriques, la Hold Wave et la Realized Price. Je vais essayer de vous la simplifier au maximum. Ce graphique montre beaucoup de choses. Disons que, en gros, pour simplifier, les couleurs chaudes, c'est-à-dire rouge et orangé que vous voyez, ce sont les détenteurs de coins à plus court terme, et les couleurs un petit peu plus froides, c'est-à-dire les couleurs que vous voyez en haut, vert, les différents verts, les jaunes, etc. En gros, ce sont les gens qui hold ou ce sont des coins qui ont été perdus. C'est un petit peu un raccourci, c'est pas exactement ça, mais la métrique est assez complexe puisqu'elle en prend les UTXOI, elle prend en compte différentes choses. Si vous voulez regarder précisément comment c'est calculé, vous allez dans la description, ici en bas, et dans la Glassnode Academy, vous verrez comment cette métrique est calculée, c'est très intéressant. En gros, ça nous montre visuellement les actions des détenteurs à long terme contre les actions des détenteurs à court terme de jetons Bitcoin, puisque là, on parle bien de Bitcoin. Ok. Donc, on va faire différentes observations. La première, c'est que comme vous le voyez, quand les prix généralement montent, en noir, donc c'est le prix du Bitcoin, la courbe en noir. Quand vous voyez que le prix du Bitcoin monte, généralement, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation et vous avez des pics sur les couleurs qui sont rouges. Plus les couleurs montent, plus les couleurs qui sont, elles, claires, c'est la smart money, où évidemment les whales et les gros accumulateurs distillent au profit tout simplement des petits spéculateurs de court terme. Vous voyez, quand les prix montent, les couleurs jaunes ont tendance à vendre et vous avez des pics au niveau des couleurs rouges. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les whales distribuent les coins qu'ils ont achetés moins cher aux spéculateurs de court terme qui vont garder leurs coins sur des durées très courtes. Ici, vous avez les durées. Vous avez donc, ça va de 24 heures, d'un jour à une semaine, ça va ensuite d'une semaine à un mois, etc. Et vous pouvez en fait trier par couleur. Et ça vous permet de voir un petit peu comment agissent les différents acteurs, notamment donc les acteurs de plus long terme, donc qui vont garder leur coin entre 5 ans et 7 ans, entre 3 ans et 5 ans, entre 2 ans et 3 ans, etc. etc. Et la spéculation de plus court terme, donc ici en regardant les métriques que vous voyez ici, ça par exemple, là ce que vous voyez c'est du 24 heures. Ici c'est les gens, c'est de vous la mettre ici, one day, one week, c'est les gens qui du coup vont plutôt conserver leur Bitcoin sur, on va dire, un horizon, ça va d'une journée à une semaine.
Ça, grosso modo, ça va faire d'une semaine à un mois, etc. Donc c'est une métrique qui est extrêmement intéressante. Et ce qu'on remarque, c'est que à chaque fois, tous les pics nous montrent les sommets de marché. Regardez un petit peu la précision du truc. Vous avez des pics à chaque fois sur les couleurs rouges et ça vous montre à chaque fois que, en gros, c'est la spéculation qui a causé les replis. C'est d'une précision assez dingue. À chaque fois, ça vous montre ça. Et il y a une différence par rapport donc à ces pics qui s'est passé un petit peu plus récemment, puisque normalement, je vous le montre ici, la spéculation cause les replis, mais ça n'a pas été le cas la dernière fois. Alors par souci de simplicité, on va diviser ce graphique en deux. Le court terme que je vais considérer comme étant moins de 6 mois, et le long terme, plus de 6 mois. Alors vous allez me dire c'est purement arbitraire, mais c'est par souci de lecture. Je vais donc retirer les couleurs plus rouges. Ok, j'ai retiré les couleurs de plus court terme, et donc là, ce qu'on voit sur le graphique, c'est simplement les détenteurs de pièces, donc à plus long terme. On voit bien du coup que pendant les hausses, les grosses mains distribuent. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous voyez. Je vais vous montrer comme ça, pour que ce soit bien clair. Vous voyez qu'ici, voilà, le prix du Bitcoin monte. Ici, pareil, distribue pendant la phase de montée. Là aussi, il y en a une un petit peu. Et là, la dernière phase de montée, il distribue. Encore une fois, pareil. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que les détenteurs à plus long terme vendent leur crypto-monnaie à des spéculateurs de plus court terme et évidemment, ils se rachètent en bas. C'est typiquement je dirais le paroxysme donc de la smart money. Acheter bas, vendre haut. En gros, ils vous rachètent un petit peu plus bas, puisque c'est eux qui font le marché. Rappelons-le, là, on parle de gens qui, du coup, gardent leur crypto sur des horizons d'au moins 6 mois et sur plusieurs années. Ça, généralement, c'est des détenteurs de coins qui hold et qui ont beaucoup de coins. Parlez-vous. Pas que, mais entre autres, smart money, des baleines, des gens qui ont des dizaines, des centaines, voire des milliers de BTC, etc. Donc, c'est eux qui font bouger le marché. C'est pas vous, petits spéculateurs, qui faites bouger, mais c'est ces couleurs-là qui vont faire bouger le marché. Et vous voyez un petit peu la pattern, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'ils agissent dans le marché. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la structure a été cassée, si je puis dire, puisque au lieu d'avoir une baisse et une hausse des achats, donc par les grosses mains durant la baisse, en fait, ce qu'on a eu, c'est un petit peu une hausse des achats de ces holders qui s'est faite pendant la hausse. C'est-à-dire que un petit peu plus récemment, là, je vais vous le remettre. Ici, vous voyez, ça baisse. Mais effectivement, là, qu'est-ce qui s'est passé? À la même période, on a eu des achats, et là on a eu encore une baisse, et là on a eu encore des achats. Ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas comme ça que c'est censé se passer. On le rappelle, ils vendent quand ça monte. Ils vendent quand ça monte. Désolé pour la faible qualité de mes dessins, c'est simplement pour vous montrer ce que j'ai en tête. Ça monte, ils vous vendent. Ça monte, ils vous vendent. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces deux dernières couleurs-là, ces deux derniers traits? On a eu des baisses, et pourtant, ils accumulent. Ça, c'est une pattern qui est assez intéressante à noter, et c'est inhabituel. Le schéma a été cassé. C'est pas comme ça que normalement les holders de long terme font. En gros, ils sont en train d'accumuler pendant une hausse, ce qui est complètement inhabituel. Il semblerait que depuis le dernier pic, ils accumulent d'ailleurs de plus en plus, parce que vous voyez là, ça continue de baisser, et continue d'accumuler. C'est ce dont je vous ai parlé sur la première métrique avec les ratios de 0 ou de 1. On voit que la smart money ne croit pas que ce top de marché, ici, était le top. Et pendant la baisse, ici, ils continuent d'accumuler. Ils continuent d'accumuler leurs coins, ce qui me fait penser que ce dernier top va sûrement être cassé, puisqu'encore une fois, c'est ces gars-là qui font le marché, qu'on soit clair. C'est ceux qui ont beaucoup de coins. Et je pense qu'on ira donc casser ce top de marché. À mon avis, on finira par le breaker pour aller vers un nouvel ATH. Je ne sais pas, évidemment pas quand, ça va probablement mettre des mois. Mais voilà, vous voyez que là, la smart money ne croit pas que ces deux derniers tops qu'on a fait, ces deux-là, celui-ci et celui-ci, elle n'y croit pas. Ils accumulent, même dans les phases baissières. C'est pas normal. Donc, c'est pour moi une indication technique très forte, encore une fois, que on a de l'accumulation. Je vous ai montré 4 graphiques différents, et sur les 4, on a des informations différentes. Et pourtant, toutes les informations corroborent une seule chose, c'est que pour l'instant, vous avez des gros players, de la smart money, des whales, des institutionnels, des banques, vous appelez ça comme vous voulez. On a des gros qui sont en train d'accumuler. Voilà. Pourquoi? Encore une fois, ils ne nous ont pas fait ça la dernière fois. Sur les derniers pics de marché, vous voyez que la structure était complètement différente. Je pense que
on va avoir de quoi se mettre sous la dent sur Bitcoin au cours des prochains mois. Et effectivement, je m'attends, si jamais on vient breaker, donc c'est de top. Ce qu'il faudra voir, c'est la même chose que ces différents patterns. Il faudra voir ce qu'on a vu fin 2017, c'est-à-dire, je vais vous l'imager ici, pendant le dernier pic, ils vous ont vendu. Là, vous avez 2 pics, ils sont en train de vous acheter. Ça veut simplement dire que pour eux, on va aller plus haut. Ce que je m'attends à voir, c'est ça. Il va falloir que ça monte et par la suite, il faudra que ça descende. Autant pour moi. Par la suite, il faudra que ça descende. Et là, si jamais au niveau des prix, alors je vais vous mettre du coup, je vais vous en mettre une autre couleur. Si au niveau des prix ici, on a fait ça, là, vous aurez probablement l'information que ici, il commence à vendre, ce qui s'est passé, et on a fait un sommet de marché. Ça, ce sera pour moi le sommet ultime. Là, pour l'instant, ce qu'on a ici, ça nous montre tout simplement que ces 2 sommets-là ne sont pas les sommets ultimes, en tout cas pour la smart money. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, on va voir comment ça se passe. Mais étant donné que c'est eux, encore une fois, qui font les prix, qui font bouger les prix sur les exchanges, puisqu'ils achètent et ils vendent des quantités astronomiques de Bitcoin, et c'est ça qui fait bouger les prix, j'ai toujours tendance à penser ce que je vous rappelais dans mes précédentes analyses techniques. Ça, c'est pas les tops, et il y en aura probablement un autre. Et les gros acteurs du marché sont en train de penser... Enfin, de par leur comportement qu'on voit donc on-chain grâce aux métriques de Glassnode, c'est typiquement ce qu'on voit. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais conclure cette vidéo donc sur quelques petits, je dirais, rappels techniques par rapport à tout ce que vous pouvez utiliser, notamment par rapport à vos indicateurs. Il faut toujours corréler vos graphiques avec différentes sources d'informations. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez, je sais pas, moi là je vais prendre un RSI, mais disons que je vais vous ajouter n'importe, on va dire un MACD. Vous vous dites, ok, voilà, j'ai un RSI, un MACD. Très souvent, je vois ça. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez, ou un stochastique, c'est pareil. Pourquoi? Parce que vous avez des indicateurs de momentum. Vous regardez la même information, mais affichée de manière différente. C'est-à-dire que la source est la même, mais le calcul est différent. Ça marche pas. Vous prenez un indicateur de momentum, vous en gardez qu'un, celui que vous voulez, et vous mettez des bandes, par exemple. Des bandes des Bollinger, ou quelque chose d'autre. Ça va fonctionner parce que ça va vous permettre d'être non biaisé, de prendre des décisions d'investissement qui seront meilleures parce que vous aurez des sources d'informations différentes. Et si ces sources d'informations sont corroborées l'une avec l'autre, c'est là où vous prenez les meilleures décisions d'investissement. En trading, comme en investissement, le but c'est de réduire ses pertes quand on a tort et de maximiser ses gains quand on a raison. Et le fait de regarder des informations de sources différentes permet d'obtenir des convergences d'informations. Et c'est pour ça que corréler ces graphiques avec des sources externes, comme vous n'avez pas forcément l'habitude de le faire, des informations, là vous avez le prix et le volume, mais de corroborer ces informations avec des informations on-chain, comme par exemple Glassnode peut vous donner, c'est intéressant parce que ça va vous permettre, encore une fois, d'être un petit peu plus précis, d'avoir différentes sources d'informations, et quand les prix et le volume vous indiquent, je sais pas, par exemple, qu'ils sont en train d'accumuler, et que vous avez des informations on-chain qui sont complètement indépendantes des prix et des volumes, qui vous disent aussi on accumule, vous pensez qu'il y a probablement de l'accumulation, et derrière ça vous permet de prendre une décision d'investissement qui sera évidemment plus saine. Et c'est aujourd'hui le thème de la vidéo, c'est pour ça qu'on a fait cette analyse sur Glassnode. Voilà, pas plus longtemps, sinon ça risque d'être vraiment trop long, 23 minutes c'est suffisant. J'espère que vous avez apprécié, et sur ces belles paroles, je vous retrouve la semaine prochaine. À plus!